Donc, quel est l'impact et quelles sont les conséquences des diagnostics de performance énergétique au niveau des bâtiments? Et pourquoi est-ce que ce genre de diagnostics ne sont pas systématiquement effectués dans tous les bâtiments? Donc, je pensais à un système qui ressemblerait au système bonus-malus dans l'industrie automobile. Et ça, je pense que, comme au niveau du bâtiment, c'est l'un des secteurs qui consomme le plus d'énergie et qui rejette le plus de gaz à effet de serre. Je pensais que quelque chose de similaire serait intéressant. Donc, je veux voir votre point de vue. Oui. Deux choses. Effectivement, le bonus-malus automobile a eu un succès phénoménal, bien au-delà des prévisions qui avaient été imaginées, puisque lorsque ça avait été inventé, on pensait que le signal prix ne suffirait pas, mais ce bonus-malus a fait évoluer, je crois, plus de 40% du marché, alors que c'était estimé à moins de 10% quand ça a été conçu, quoi. Donc ce dispositif d'incitation a rencontré une sensibilité du consommateur. C'est jamais un dispositif qui fait tout seul. Donc il y a eu cette démarche-là. Pour le bâtiment, et vous avez raison de rappeler que le bâtiment, c'est 42% de l'énergie consommée en France, 23% des émissions de gaz à effet de serre. A été mis en place petit à petit un diagnostic de performance énergétique qui était porté par l'ADEME, qui était basé au début sur du volontariat. C'est maintenant obligatoire au moment de la location ou de la cession. De là aller jusqu'à un bonus-malus, la première étape à faire, c'est de rendre beaucoup plus fiables ces diagnostics de performance énergétique, parce que c'est quand même des diagnostics qui sont faits sur plan, sur visite, et peut-être que si on veut y associer une fiscalité, il faut arriver à des normes beaucoup plus claires. Deuxième sujet, c'est que la plus grosse partie du marché immobilier, c'est quand même des marchés, non pas du neuf, mais de l'ancien, quoi. Alors mettre un bonus-malus sur de l'ancien, c'est pas non plus très très simple. Après, il y a des problèmes tout simplement pratiques. Mais pour revenir sur l'ancien, effectivement, dans la loi Grenelle 2, qui passe d'ailleurs, je crois, début mai à l'Assemblée nationale, il y a des dispositifs pour renforcer le diagnostic de performance énergétique, qui soit plus présent, et éventuellement, le jour où tout ça sera bien fait, pouvoir aller vers quelque chose de plus incitatif. Sur la base actuelle, c'est pas possible de mettre une fiscalité, hein, parce que le problème d'égalité devant l'impôt, il faut donc effectivement que les critères soient très objectifs, très cadrés, etc., et soient tous faits sur la même modalité. Mais il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour inciter. Tous les marchés n'ont pas le même type d'incitation. Le bonus-malus a très bien marché pour le véhicule. Pour le bâtiment, il y a ce qu'on appelle, alors j'appelle ça les prêts Grenelle, mais c'est l'éco-PTZ, un prêt à taux zéro pour permettre à chaque propriétaire de réhabiliter son logement d'un point de vue thermique, avec des aides financières fortes, plus du crédit d'impôt. Donc il y a des dispositifs multiples et variés, mais pour aller plus loin encore, on pourrait aller vers le DPE, mais je veux dire, sur tous les produits de consommation, on pourrait aller vers un étiquetage environnemental qui indique effectivement la consommation d'énergie qu'il a fallu pour produire le produit en question, les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un travail qui est très très long, et c'est un travail qui se fait en partenariat. C'est pas un travail qui se fait contre. Donc il faut réunir tout le monde, arriver à avoir des méthodologies de calcul, des bases de données similaires, et donc c'est assez lourd. Mais vous avez raison, le DPE, il a démarré quand même il y a que 5 années. Il est de plus en plus nécessaire. Beaucoup d'agences immobilières se sont engagées à les mettre automatiquement. C'est devenu maintenant obligatoire à chaque cession ou chaque location. Donc voilà, ça va venir peut-être. Et un jour, si on pourrait mettre une fiscalité dessus, pourquoi pas, mais techniquement, c'est pas prêt. Merci. Autre question, là encore une étudiante, et ensuite nous passerons la parole à la salle, puisque je vois déjà quelques mains qui se lèvent. Alors c'est une question pour Monsieur Chaussade. Donc alors je me marie de Polytech Montpellier. Donc vous avez parlé tout à l'heure des changements au sein des ménages pour les consommations. Et donc par exemple pour un exemple, si demain tout le monde récupère ses eaux de pluie pour les réutiliser en eau de vanne par exemple, donc les recettes sur la distribution d'eau vont baisser alors que le coût des traitements des eaux usées restera le même. Et donc, comment les exploitants de stations d'épuration vont-ils réagir, mettre un compteur en sortie ou je sais pas. C'est exact. Vous êtes absolument au cœur de la problématique. Comment passe-t-on du volume à la valeur? Il serait faux d'imaginer, de mon point de vue, que par exemple, sur le long terme, le prix de l'eau va baisser. Tout simplement parce que ce que vous expliquez là très très bien, les usines de traitement d'eau, elles existent en amont. Faut les amortir, et en plus la complexité des technologies pour faire face à la complexité des pollutions
n'arrête pas d'augmenter. Et donc tout à l'heure, on a parlé du principe de précaution. Moi, je dis qu'à un moment, faudra peut-être s'arrêter. Mais qu'en tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous continuons à construire des usines forcément extrêmement complexes. Et de l'autre, comme vous le dites très bien, le volume d'eau résiduaire sera le même, ou à peu près le même, puisque vous utiliserez l'eau de pluie, sans parler de ce que vous aurez consommé en capitaux et en investissement et en maintenance pour faire votre propre système et le vérifier à l'intérieur de chez vous. Donc, si vous voulez, globalement, je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits ou de circonstances dans lesquels le captage et l'utilisation des eaux de pluie fait du sens, en particulier dans des pays semi-arides. Je suis pas certain qu'en France, en dehors, par exemple, si vous voulez faire de l'arrosage dans votre jardin, c'est peut-être certainement une bonne idée, mais aller beaucoup plus loin à titre individuel, sauf si on prend dans des logements, mais là c'est un autre sujet. Je crois que les perspectives sont limitées pour les raisons que vous avez indiquées, c'est-à-dire en gros maintien des coûts d'un côté, plus les investissements à faire de l'autre. Donc voilà, il faut trouver la valeur et la limite de la valeur, si j'ose dire. Bien, si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer aux questions de la salle. Vous, les étudiants, bien sûr, vous pouvez réintervenir à tout moment. Hein, vous levez la main si vous voulez poser à nouveau une question. Donc j'ai vu, oui, vous vouliez, allez, un dernier étudiant et après c'est promis, je vous laisse la parole. Mais après tout, ils avaient une demi-heure, j'aurais pris un peu de temps. Vas-y, Jean-Paul. Bonjour, Elias, étudiant à l'Université Paris-Dauphine. Ma question s'adresse à Monsieur Van de Man. Ce serait pour savoir, enfin, tout le monde peut y répondre aussi, hein. Est-ce qu'il est possible d'évoluer vers une société respectueuse de l'environnement sans pour autant régresser? Parce qu'on sait tous, par exemple, que l'agriculture émet énormément de CO2. Est-ce qu'on va produire moins de viande pour évoluer? Donc, réduction du confort, moins d'avions, moins de véhicules. Enfin, je voudrais savoir, est-ce qu'on va régresser pour mieux avancer? Non, mais sur ce sujet-là, moi, je pense pas qu'on va régresser. Je pense pas qu'il faille arrêter de se déplacer. Alors, il y en a qui souhaitent ça. Moi, je pense que la rencontre de l'autre, aller voir autre chose, c'est aussi fait partie de la richesse humaine. Donc, on n'est pas là. Je reviens sur chaque comportement individuel peut réduire sa consommation de matières premières. Je vais réduire ça, que ce soit de l'énergie, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Et rien que le gain économique que peut faire peut générer d'autres activités. Donc, il n'y a pas de volonté. Moi, je suis absolument pas pour le retour à l'homme des cavernes. D'ailleurs, c'est pas possible. Et on a besoin d'ailleurs de développement. Donc il y a besoin, je pense, de revoir notre mode de consommation. C'est un changement de modèle. Hein. Enfin, c'est profond, hein, c'est culturel. Hein. On a quand même 40 ans réussi à passer d'un modèle où on récupérait à un modèle où on gaspille à tout va. Donc on peut revenir en arrière. Je veux dire, c'est quand même pas non plus si compliqué que ça. Et c'est une prise de conscience. Mais alors de là, à arrêter de se déplacer, à arrêter de prendre l'avion, à arrêter de, non, on n'en est pas là. Hein. D'ailleurs, si la solution de la planète c'est détruire l'humanité, c'est pas une bonne solution, quoi. Je veux dire, non. Donc, on n'en est pas là. Donc, moi, je ne crois pas que à ce stade, on ait besoin d'aller dans la décroissance pour pouvoir sauver la planète. Il y a beaucoup d'actions. Je fais confiance et dans la science et dans l'être humain. On se rend pas compte, mais le comportement individuel a une influence gigantesque. C'est à chacun d'entre nous de faire beaucoup de choses. Je reviens sur les 10% d'économie d'énergie dans le bâtiment juste par des comportements. C'est socialement intéressant, ça fait de l'argent, vous pouvez faire autre chose avec, donc il n'y a pas de vocation. Alors effectivement, se poser la question s'il faut acheter des jeans tous les 15 jours ou pas, ce sont des questions à se poser, mais c'est du comportement individuel, et effectivement, ça fait partie du changement de modèle de développement. On parlait des véhicules à l'instant, on parle beaucoup du véhicule électrique. Il y a énormément de recherche, l'ADEME soutient beaucoup de projets de recherche sur le véhicule électrique, mais le véhicule électrique, c'est un changement, ça va être un changement de marché spectaculaire, c'est-à-dire que le jour où ça se développe, on n'a pas encore de véhicule électrique qui fait exactement la même chose que le véhicule qu'on a actuellement. Donc c'est des véhicules a priori plutôt urbains. Est-ce qu'on va vers chacun aura la possibilité d'acheter 2 voitures, une pour la grande distance, ce qui est assez peu probable. Est-ce que les gens vont se mettre à louer les voitures, ce qui est déjà un changement de comportement important, surtout pour les conducteurs mâles qui mettent beaucoup dans leurs véhicules. Est-ce qu'on va vers des marchés de services de mobilité où on achète le service, on passe d'une voiture, on passe à un vélo avec une logistique derrière pour s'organiser? Tous ces modèles-là sont à inventer. Il y a énormément d'innovations à faire et ça, c'est pas nécessairement réduire la consommation. Il faut changer de modèle. Ça ne veut pas dire qu'on doit réduire la croissance. Madame Aigneré, sur ce sujet. Oui, vous avez dit, Philippe, que effectivement la réponse
un élément de réponse était probablement pas dans la régression. Je voulais ajouter aussi qu'elle était sans doute pas dans la fuite, parce que très souvent, en tant qu'astronaute, on me pose la question, alors l'exploration des autres planètes, on va aller explorer leurs ressources, on va aller s'installer sur d'autres planètes pour fuir notre planète qui n'aurait plus la capacité à porter l'humanité. Et moi, je crois, comme vous l'avez tous dit, à l'humanité, à l'être humain, pour apporter des solutions. Mais c'est vrai que c'est un changement profondément culturel. Et c'est un peu ce que je voulais dire dans les questions que vous posez, vous, jeunes gens. Vous posez des questions qui sont quand même encore empreintes de schémas, je dirais, qui sont les nôtres, celles de notre génération. Et j'aurais envie de vous dire, inventez, prenez la parole. C'est pas parce que ça a jamais été fait que ça doit pas être fait. Hein. Et c'est un peu le tort du système éducatif qui est le nôtre aujourd'hui. C'est quand vous proposez des choses, on dit il faut pas le faire, ça a jamais été fait. Mais si, allez-y, proposez et sortez un petit peu des cadres. La question que vous venez de poser, je l'ai reçue un peu comme ça, comme si vous posiez une question que votre père ou votre mère aurait posée. Allez plus loin, posez les questions. Et je pense que c'est un petit peu ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Et peut-être pas en France seulement, mais j'ai l'impression que sur d'autres continents, peut-être qu'il y a plus de prise de parole, même si elles sont un petit peu, je sais pas, soumises à heurts ou discussions et à débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez autant à nous apprendre que nous avons à vous apprendre, et que on a des solutions, des fragments de solutions, mais que vous pouvez en apporter aussi. Et ce changement culturel, il repose quand même beaucoup sur vous, la façon dont vous nous ferez partager vos visions, vos rêves et vos façons d'agir, et puis sur la façon où nous, plus tuteurs ou référents, on saura vous accompagner, répondre pour qu'il y ait des cheminements qui soient des cheminements classiques de l'éducation formelle à l'école ou à l'université, des cheminements moins classiques, mais parfois où on s'y perd un peu dans la liberté qui nous est donnée en circulant sur le net, sans avoir complètement tous les éléments qui nous permettent de tracer le chemin. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire à quel point ça me paraissait important qu'on puisse vraiment travailler ensemble et prendre cette dimension autre regard et le monde. Montesquieu disait, nous recevons aujourd'hui 3 types d'éducation, différentes ou contraires, celle de nos pères, c'est un peu nous, ou de nos mères, celle de nos maîtres, celle qu'on vous donne à l'école, là, aujourd'hui, et puis celle du monde. Et ce que le monde a à nous dire va probablement complètement bouleverser ce que les 2 autres types d'éducation nous ont apporté. C'était Montesquieu qui disait ça. Merci. Bien, comme promis, je passe la parole à la salle. Alors, j'ai vu des voix se lever en premier, des mains se lever, pardon, en premier tout à l'heure. Monsieur, non, mademoiselle, juste monsieur au premier rang, là, qui demande depuis très longtemps. Et puis ensuite, nous verrons monsieur un peu plus loin. Merci, bonjour. Bonjour José Munoz. Une question à madame Ignoré, justement, comme on était dans la phase réaliste de l'utopie et que vous êtes une des personnes qui arrivait, en fait, à cette réalité utopique au travers de votre travail dans l'espace, quelquefois, et au travers des chercheurs. Comment voyez-vous cette prolifération, cette augmentation très importante des déchets industriels ou des déchets de l'espace qui, à un moment donné, vont bloquer toute perspective de développement de cette recherche dans l'espace? Il y a effectivement un sujet des débris spatiaux, comme vous le disiez. On est entré depuis longtemps aussi, un peu comme disait Monsieur Chaussat, dans l'économie circulaire. Hein. On essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de débris possible aujourd'hui. On a quand même pris conscience depuis un petit moment qu'effectivement, il pouvait y avoir des dangers et des risques à avoir des débris. Bon, aujourd'hui, on les suit, on les connaît, on sait, et surtout, on en génère moins. Bon, c'est bien.
Alors nous, on ne sait pas trop les recycler par rapport à l'économie circulaire où Monsieur Chaussade recycle des déchets. En tout cas, on essaie de pas en produire trop et d'avoir effectivement là aussi cette réflexion. On retombe sur les codes éthiques de tout à l'heure. Ça fait partie là aussi des réflexions. On est aujourd'hui amené à être responsable pour notre planète et son entourage propre. Et c'est vrai que l'espace tel qu'on l'écrit à 400 km, c'est la toute petite pellicule, la petite écorce de l'orange bleu. Monsieur, vous aviez une question à poser. Bonjour. Selon vous, j'aurais voulu savoir un petit peu quel était votre avis sur la nature du risque environnemental. Parce que finalement, c'est un peu la question de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un risque juste de pénurie de matières premières ou d'aggravation et d'augmentation de fréquence des catastrophes naturelles? Ou est-ce que, selon vous, il y a un vrai risque de disparition, pas tout de suite, mais finalement de l'homme sur Terre? Du coup, ce qui finalement nous ramène à la question d'une décroissance de la production. Monsieur Vandemel, vous avez l'air de vouloir vous risquer à répondre. C'est très difficile comme question. Parce que vraiment... Mais le risque environnemental, il y a le risque climatique, il y a quand même beaucoup d'autres risques de la biodiversité, le risque de pollution, donc il y a beaucoup de risques environnementaux qui existent. Moi, il n'y a pas de risque de disparition de l'humanité. Je veux dire, même au niveau climatique, il y a eu des changements climatiques dans l'histoire importants. Je veux dire, donc c'est pas non plus. On arrivera à s'y adapter. Le problème, c'est les conséquences sur la population actuelle dans certains pays, dans certaines régions. Donc, je suis pas là, je rentre dans de la science à long terme, mais la disparition de l'humanité me paraît pas à l'ordre du jour. Madame Aignery. Sur des espèces vivantes soumises à des environnements hostiles. Bon, c'est vrai que c'est l'année internationale de la biodiversité. Philippe, c'est bien d'avoir parlé qu'il y avait aussi un risque sur la biodiversité, parce qu'on l'évoque pas assez. Mais c'est vrai que comment font les animaux soumis à des environnements hostiles? Eh bien, c'est l'adaptabilité et l'exploration. Il y a les deux éléments. Il faut s'adapter à la nouvelle situation et on sait qu'on va avoir à le faire, mais sans hésiter et sans arrêter cette envie d'explorer de nouveaux territoires, explorer de nouvelles solutions par la science et la technologie, explorer de nouveaux comportements. Donc, et le risque, quand je disais tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse autrement à la prise de risque. Pas simplement sans prémunir, sans prévenir, se réfugier derrière un principe de précaution. Ça fait partie de l'exploration et de l'adaptabilité. Donc je suis sûre que l'être humain et les êtres vivants sauront et s'adapter et continuer à explorer pour poursuivre encore longtemps leur chemin. Allez, nous prenons encore une question au début de la salle et après nous allons au fond. C'est promis, parce que ceux qui sont au fond, évidemment, sont toujours un peu pénalisés. Oui, bonsoir. Je me permets d'interpeller, ou interroger plus exactement, le monsieur de l'ADEME, dont je ne peux pas lire le nom d'ici. À propos de... Bon, il nous dit qu'il faut, disons, c'est chaque action individuelle qui influera sur le résultat, c'est bien évident, quoi. Et il y a belle lurette que je l'applique personnellement, disons presque depuis que je suis né, puisqu'on nous a appris ça à la campagne, à ne pas jeter, etc. Donc, mais ça, effectivement, ça sera très efficace. Mais je m'étonne beaucoup pourquoi vous avez l'air de nier qu'il faut agir à l'amont, c'est-à-dire sur la production. Or, la production actuelle, elle est énormément gaspilleuse, puisqu'elle pousse à quantité de produits dont nous n'avons, il faut bien dire, souvent aucune utilité. C'est pour ça qu'ils atterrissent finalement à la poubelle. Et je parle des gadgets innombrables qui ne cessent de proliférer, mais aussi sur la durabilité des produits qui ne cessent de s'amenuiser et qui est programmée dès la fabrication par un service de marketing, auquel j'ai participé d'ailleurs il fut un temps. Bon, donc je connais un peu le problème. Et ça a persisté et ça s'est aggravé. Donc j'ai rapidement cessé ce genre de choses d'ailleurs, quoi, et pour faire autre chose. Bon, je suis agronome et donc j'étais, disons, à côté, disons, de la plaque aussi, des fonctions des agronomes qui sont surtout, précisément,
de contribuer au développement durable. Et maintenant, ça commence à être intégré seulement. Et ça, je pense que c'est ton nom, comme disait hier M. Baverès, qui dit qu'il ne faut surtout pas sacrifier 1 millième de point de croissance. Et bien, je crois que tant qu'on pensera comme ça, on n'est pas prêt d'avancer rapidement, quoi. Parce qu'effectivement, il faut agir là-dessus, quoi. La croissance, ça n'est pas inné, ça n'est pas un truc du ciel, c'est pas inscrit dans le ciel. Il faut croître pour croître. Pourquoi faire? Si nous arrivons à un niveau de bien-être suffisant, on peut ralentir. Par contre, nous avons une grave crise de surproduction. Ça, on n'ose jamais en parler. Monsieur, or, cette production, il faut l'absorber, je suis d'accord. Mais pas de nous la faire absorber à ceux qui n'ont plus faim, mais de trouver un système pour financer, pour la donner ailleurs, quoi, carrément. La financer, nos voitures en surpoids, qu'on les expédie, les 2 chevaux, il n'y en a plus malheureusement, dans le tiers-monde, on les achète nous-mêmes, on les leur envoie. Monsieur, bon. merci pour votre... Si vous permettez, du recyclage, où il y a énormément à faire. Bon. Ah oui. Voilà. Merci, monsieur, pour votre question, monsieur Vandemel, qui est effectivement le cœur du débat. Enfin, et donc, on va demander à monsieur Vandemel d'y répondre. Deux réponses. Je n'ai pas dit qu'il fallait juste se limiter aux consommateurs. Hein. Non, excusez-moi. Il faut le changement. On parlait du changement culturel. Et le changement culturel, il est quand même beaucoup au niveau du consommateur. Mais bien entendu, il faut travailler au niveau des entreprises, au niveau de la conception. D'ailleurs, on a énormément de programmes pour l'éco-conception. Et vous avez raison de dire que si les ingénieurs de process sont plutôt allants, dans les services marketing, il y a encore des progrès à faire. On a aussi à travailler avec les collectivités locales, parce qu'il y a aussi l'usage du territoire qui est un enjeu. Donc, c'est une action collective de tous. Là-dessus, moi, je n'ai aucun doute. Alors, pour revenir à la croissance, je reviens au niveau mondial. Il y a 9 milliards d'êtres humains. On parlait en Chine, il y en a 80% qui sont en dessous du niveau de seuil de pauvreté. J'ai eu l'occasion de travailler une dizaine d'années dans la Cité Soleil, un bidonville de Haïti. Je peux vous dire qu'on a besoin de croissance pour pouvoir donner du travail à ces gens-là, etc. Donc, faut pas rester non plus que dans un domaine strictement limité à notre pays. Globalement, le monde a besoin de croissance pour pouvoir nourrir, alimenter et faire vivre dans des conditions dignes les 2 tiers de la planète qui sont actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut aussi voir ça sous cet angle-là. Alors, moi, je participe à votre analyse. Il y a des choses dont on n'a pas besoin et qu'il n'est pas utile d'acheter. Et c'est vrai aussi que service marketing, alors j'ignorais que c'était officiel, parfois font du fonctionnement, on réduit la durée de vie pour être sûr de vendre le produit d'après. Ça évolue aussi, ça évolue aussi, quoi. Mais il faut pas tout limiter à un point de croissance, etc. Moi, je pense qu'au niveau de l'humanité, je peux vous assurer, il y a encore besoin de faire évoluer et de produire pour pouvoir permettre à 9 milliards d'habitants de vivre sur la planète. Monsieur Chaussade veut ajouter un petit mot sur le sujet. Oui, dire que dans la constitution du PIB en France, à peu près, la production industrielle dont on parle, ça représente 1/3. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers qui sont dans les services nombreux et variés, qui consomment, eux, beaucoup moins de matières premières. Donc on est aussi dans une variation de la nature de notre économie. On est dans une variation de notre économie qui devient de moins en moins productive et de plus en plus tournée vers le service. Mais globalement, cette transformation est complexe puisqu'il faut faire ça, j'allais dire, à emploi constant. Sinon, la société n'acceptera pas la transformation. Et c'est bien un des challenges que nous avons demain. Et c'est pour ça qu'il faut faire assaut d'imagination, de technologie et de savoir-faire et d'intelligence commune. Alors, nous avons une question là-haut, monsieur, et ensuite...